Bien, là pour cette deuxième séquence de la matinée, après avoir dressé et le diagnostic et les signaux d'espoir, tracé les perspectives avec Jérôme Fourquet, qui donc est resté avec nous pour écouter les intervenants locaux. On va parler des défis de la réindustrialisation dans cette belle région d'Auvergne-Rhône-Alpes avec vous, Alexandra Mathiolon. Bonjour, vous êtes la présidente du groupe Serfim. On va en parler avec vous. Vous êtes une entreprise familiale très bien implantée dans notamment tous les métiers, ces métiers de l'industrie verte et de l'environnement dont on va beaucoup parler tout à l'heure. Philippe Guérand, à vos côtés, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à ma gauche, Frédéric Zabot, vous êtes le directeur interrégional Grand Sud-Est de Business France, l'attractivité. Alors j'ai envie de commencer peut-être avec vous, Philippe Guérand, sur à la fois ce diagnostic, mais que vous pouvez faire à l'échelle de la région. Première région industrielle de France, c'est connu, mais il faut se battre pour continuer à l'être et à le rester, à la fois en France, et puis vous êtes cette proximité avec pas mal de beaux concurrents. Donc on en parlera sur l'attractivité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les chiffres clés aujourd'hui de l'industrie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois sur la photographie du moment, et puis un peu les perspectives nouvelles que peuvent offrir ce consensus en faveur de l'industrie? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes très fiers que notre région soit la deuxième région économique, certainement la première, parce que la région Île-de-France, c'est pas une région, c'est un aspirateur. Et la première région industrielle de France, c'est 18% de valeur ajoutée de l'industrie dans le PIB, qui chemine actuellement vers les 300 milliards d'euros. Les régions juste après nous, c'est 100 milliards de décrochage, donc on a une position très particulière. C'est 500 000 emplois, et puis c'est 2,7% du PIB en recherche et développement, et notamment 70% de ce chiffre proviennent des entreprises. Donc on a vraiment une région extrêmement entrepreneuriale. Et parce que nous sommes les premiers industriels en France, parce que nous sommes les premiers industriels en France, nous sommes plus exposés. Et donc, nous sommes plus proches des dangers qui nous guettent. Ces dangers, ils se concrétisent aujourd'hui principalement par ce qui se passe dans le monde. Et nous sommes une région mondiale. Nous avons une vocation mondiale ici. Il n'a échappé à personne que les accords internationaux avaient volé en éclats. Après le Covid, après l'Ukraine, après les crises de l'énergie, aujourd'hui la hausse des taux d'intérêt. Et donc il y a un repli sur elle-même des grandes régions économiques du monde. C'est ça qui caractérise la période que nous traversons. Je sais qu'il y a des commentateurs très compétents qui critiquaient la mondialisation. Et certes, la mondialisation n'avait pas que des vertus. Mais on va voir maintenant ce qu'est un monde sans mondialisation, c'est-à-dire sans accords internationaux sur le commerce et les échanges. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans une concurrence sauvage. C'est l'IRA américain, 400 milliards de dollars qui vont être déversés dans l'économie américaine. C'est évidemment la Chine qui soutient complètement son industrie automobile. C'est la pression des États-Unis qui demande à la Hollande ou au Japon d'arrêter les transferts de technologies sur les semi-conducteurs en Chine. Et quand on voit les manœuvres chinoises autour de Taïwan, c'est pas simplement de la géopolitique, c'est économique. C'est la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que j'encercle le premier site de production de semi-conducteurs parce que vous arrêtez les flux de transfert de technologie. Et puis c'est l'Inde ou les États-Unis avec le prix de l'énergie, un prix de l'énergie qui reste bas et qui viennent ici dans notre région faire leur marché, venir voir les entreprises et leur proposer des contrats à long terme dans ces territoires avec de l'énergie à bas prix. Donc il y a véritablement un changement très, très fort au niveau du monde. Et donc ce que ça veut dire, c'est que nous sommes en face d'un sujet de compétitivité. Dans une concurrence sauvage, c'est la compétitivité qui va nous faire gagner. Et cette compétitivité, eh bien, nous devons la rechercher dans l'énergie. On en a parlé tout à l'heure. Nous sommes la première région
européenne, Laurent Wauquiez dit mondiale, de production d'électricité et notamment évidemment du nucléaire. Donc nous sommes très bien placés. L'eau, les matières premières, les infrastructures de transport. Et nous avons le Lyon-Turin ici, dont le tunnel a commencé, donc Alexandra le sait, et donc qui est un ouvrage très important pour nous. Et puis, il faut un accès à la main-d'œuvre qualifiée. Et donc là, nous avons des universités, des écoles de niveau mondial qu'il faut absolument conserver. Enfin, il faut préserver un écosystème public avec de la sécurité, et Dieu sait qu'il y a actuellement des sujets, un environnement normatif qui ne soit pas trop paralysant pour les entreprises, et puis, bien évidemment, baisser notre taux de prélèvement obligatoire. Nous sommes encore le champion du monde des prélèvements obligatoires. Ce n'est plus possible dans l'environnement de concurrence dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors Philippe Guérand, merci d'avoir brossé ce paysage. Effectivement, le monde est en plein bouleversement, on le voit tous. Comment est-ce que, à votre échelle et à l'échelle de la gouvernance de la région, je crois qu'il y a un G6 auquel vous participez, vous arrivez à anticiper, à programmer, à dialoguer avec l'ensemble des acteurs, et est-ce que finalement ça se passe bien, cette planification au niveau de la région par rapport à tout ce que vous venez de décrire, qui est assez vertigineux? Alors, la caractéristique d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une culture du travail en commun, travailler en équipe. Donc effectivement, il y a ce G6 à la région, à la conseil régional, et nous avons la chance d'avoir un président. C'est le MEDEF, la CPME, oui. C'est vous. Nous avons la chance d'avoir d'abord un président ici qui a mis l'économie au cœur de son projet politique. C'est la seule région de France qui soit construite de cette manière-là, avec Stéphanie Pernaut, première vice-présidente, qui est chargée de l'économie. Le G6, c'est la région, l'agence économique de la région, BPI, MEDEF, CPME et CCI. Et donc nous nous réunissons sous la présidence de Stéphanie Pernaut pour constituer une sorte de gouvernance économique de la région. Ce que je voudrais dire, c'est que nous travaillons également avec l'État. Et ça, c'est une tradition aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. L'État, la région et les organisations économiques travaillent ensemble. On l'a montré pendant le Covid et on continue à le montrer aujourd'hui. Et le résultat de tout cela, c'est que nous sommes en proximité, enfin en tout cas les CCI, les 13 CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, 1300 collaborateurs, 500 élus, nous travaillons nous en proximité et nous apportons toute cette capacité d'aller vers les entreprises dans tous les territoires au G6. Et le résultat, c'est que dans la dernière étude qui a été commandée par le ministère de l'Industrie, 50% des projets d'implantation industrielle ont pour vocation d'aller en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le souhait des entreprises, 50%. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. C'est aussi une très grande responsabilité. Excellente transition pour me tourner, avant de vous entendre Alexandra, témoigner vers Frédéric Szabo. Donc vous êtes chez Business France. Donc est-ce que vous confirmez ces bonnes nouvelles? C'est une région attractive. Et est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur Choose Auvergne-Rhône-Alpes, Aura, Choose Aura, comme il y a Choose France, récemment, et un peu là aussi tracer un peu les perspectives à venir? Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi de partager cette table avec Philippe, dont la combativité ne se dément pas. Et c'est grâce à cette combativité qu'on a une TFE, Team France Export, aussi performante aujourd'hui pour accompagner les entreprises à se projeter à l'international. Alors, concernant l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien écoutez, elle ne se dément pas. Et sans triomphalisme, y compris par rapport à être dans la position française, qui pour la 4e année consécutive est sur la plus haute marche du podium en matière d'attraction d'investissements directs étrangers. La région Auvergne-Rhône-Alpes est dans cette tendance. Elle le doit principalement, bien sûr, à tous les sujets que l'on connaît par cœur, la logistique, les talents et puis les différentes filières, mais on le doit particulièrement à son tissu industriel, car aujourd'hui, dans un choix de décision d'investissement, l'environnement industriel compte pour une grande partie pour de nombreux investisseurs. Donc les chiffres sont bons. On est à 7460 emplois qui ont été créés en 2022 et donc on a vraiment aussi une très forte prépondérance du secteur industrie manufacturière, puisque ce secteur-là à lui seul capte 4500 emplois dans 3 secteurs stratégiques. Le premier, c'est celui des composants électroniques, et en atteste le dernier et gros investissement sur STMicroelectronics, mais également les machines et les équipements mécaniques.
et l'énergie et le recyclage. Donc on est bien là sur des grands secteurs qui captent de l'investissement, en ligne également avec la stratégie régionale qui s'appuie sur le schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation, qui a fait ses choix prioritaires en matière de marché, où aller chercher les investisseurs. Et donc, dans cette politique de bon voisinage et de relations accrues avec le voisinage, incarnée par l'organisation des 4 moteurs pour l'Europe, où la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est alliée avec 3 autres régions européennes, la Lombardie, la Catalogne et le Bade-Württemberg, pour pouvoir favoriser les échanges, partager les bonnes pratiques et travailler à la fois sur l'invest et sur l'export. Eh bien, on voit bien les résultats qui sont au rendez-vous, avec l'Allemagne qui est pour 16% dans les investissements réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes, la Suisse, et sans oublier les États-Unis, effectivement, qui, eux, sur le grand large, constituent à eux seuls 15% des investissements qui sont réalisés. Comment est-ce que vous travaillez avec la région, avec les différents acteurs, les entreprises, sur ces projets d'implantation? Comment ça prend combien de temps pour arriver à... On peut citer le cas de Kroll, évidemment, qui a beaucoup fait parler de lui, mais il y en a certainement d'autres dans le tuyau. Comment ça se passe, en fait, sur le terrain, à votre niveau? Alors, en fait, il y a deux types de processus. Il y a des processus qui sont très longs, où la région, où les régions de France sont mises en concurrence avec d'autres régions dans le monde. Et forcément, quand il s'agit de grands projets, la concurrence est sévère et les processus sont compliqués. Donc il faut regarder les coûts, exactement, combien ça rapporte, les rendements, la fiscalité, est-ce que les aides. Voilà, alors, vous avez un tableau de bord qui permet un peu d'aider les entreprises à se repérer. Alors, le premier sujet, ça va être les sujets qui sont un peu compliqués, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont en tension, le foncier, bien évidemment. Et ça, effectivement, c'est un sujet en Auvergne-Rhône-Alpes. Les talents, donc la disponibilité des personnes qui vont pouvoir rejoindre l'entreprise, et pas seulement que en main-d'œuvre, mais également en niveau d'ingénieur, parce que la plupart des investissements en Auvergne-Rhône-Alpes portent également sur la recherche et développement. Et il faut donc effectivement pouvoir faire en sorte que les entreprises de petite et moyenne taille conservent une attractivité, notamment dans le secteur industriel, qui n'a quand même pas forcément toujours bonne presse auprès des jeunes diplômés. Et donc là, il y a vraiment ces sujets-là. Bien évidemment, vous le signaliez, l'énergie, la logistique. Est-ce que c'est devenu, avec la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé l'an dernier, un élément fort du choix aujourd'hui? France Industrie a sorti une étude en disant si on ne sort pas de cette question de compétitivité de l'électricité, on risque de perdre des centaines de milliers d'emplois, parce qu'on ne peut pas durablement dire qu'on réindustrialise avec un prix d'électricité 3 fois supérieur à celui des États-Unis, par exemple. C'est un facteur important, mais après, ça n'est pas le seul. Et puis, c'est un facteur... Il est plus important qu'avant. Disons qu'il est pris en compte parce qu'il est aujourd'hui conjoncturel, mais il n'a pas forcément vocation à s'installer non plus dans la durée. Et les investisseurs, vu les processus de décision et vu les processus de mise en place d'un investissement, qui peuvent aller jusqu'à 3 ans, qui sait à 3 ans où on en sera au niveau du tarif de l'électricité en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour l'instant, c'est effectivement un sujet de préoccupation qui probablement interroge, mais qui n'est peut-être pas forcément aussi bloquant qu'on pourrait l'imaginer. Alexandra Mathiolon, on en vient à vous. Donc, l'industrie, c'est aussi le fait des entreprises et des ETI. Vous êtes la présidente d'une entreprise de taille intermédiaire, comme on dit, Serfim. Alors peut-être, présentez-nous en quelques mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Serfim, votre activité, et puis peut-être comment vous réagissez à ce qu'on vient de dire sur les enjeux dans cette région dans laquelle vous êtes très implanté, de ce qui est en train de se passer en France en matière de réindustrialisation. Bonjour à toutes et tous. Donc Serfim ETI, comme cela a été dit, de bientôt 150 ans. Donc implanté historiquement donc en région Auvergne-Rhône-Alpes autour des métiers de l'aménagement durable des territoires, des villes, des territoires ruraux et bien sûr des industries aussi dans les travaux publics, l'environnement et les technologies de l'information et de la communication. Une implantation, je le disais, historique dans la région, donc un attachement très fort personnel et professionnel à cette région qui est incroyablement, je pense, agréable à vivre.
Donc déjà un siège vers Vénissieux à Lyon, donc où tous nos métiers sont représentés, mais on est aussi présent tout autour de Lyon, à Mézieux, Mornan, Fézin, au Port-Édouard-Herriot, à Saint-Priest, et plus largement dans la région, à Dagneux, à la Talaudière, à Porte-de-Savoie, à Chamoux-sur-Gelon, enfin voilà, des sites vraiment dans tout le sillon alpin aussi, vers Grenoble et Chambéry. Donc une implantation aujourd'hui régionale forte, où on a à peu près, on va dire, 2/3, en tout cas plus de la moitié de notre activité sur la région. Et avec cet ancrage territorial qui est très fort, hein, des métiers qui sont profondément ancrés avec cette proximité avec ces territoires et en lien direct avec ceux-ci. Et notamment sur ces sites-là, plusieurs sites qui sont dans les recyclages et donc dans l'économie circulaire. Et je rejoindrai ce qui a été dit en termes d'atouts dans la région, cette capacité des acteurs économiques à travailler ensemble. On l'a dit, hein, première région industrielle de France, et c'est vrai que très concrètement, et dans nos métiers de recyclage par exemple, nous l'avons vu et pu le développer très tôt avec des partenaires locaux ou des acteurs présents sur la région. Je pense notamment à nos partenariats avec l'entreprise Vicat, qui a son siège dans la région. On travaille autant sur la production de CSR, donc combustible de substitution de récupération, dans la logique de décarbonation, évidemment, de leur cimenterie de Montalieu, mais aussi de la dépollution de terre pour remplacer les matières premières en cimenterie, ou encore des partenariats avec Saint-Gobain sur le recyclage du plâtre. Et là, on voit en fait toute cette logique de travailler ensemble. Je pense que très tôt, la région a été dans cette logique d'aller vers une vraie responsabilité en matière d'environnement, et notamment avec une avance sur le sujet du recyclage. On le voit avec l'objectif de la région du zéro enfouissement qui est assez ambitieux et un objectif qui est fortement poussé. Et cela nous a permis, dans cette logique entrepreneuriale, de trouver des solutions ensemble pour tout faire pour éviter l'enfouissement des déchets, qui, je pense, est un très très bel objectif. Donc déjà une région qui a un vrai atout en termes de logique partenariale. Et puis en termes d'infrastructure et de transport, alors évidemment on peut toujours se plaindre, mais je dirais quand même qu'on a la chance d'avoir une région qui est extrêmement bien connectée en matière évidemment de train, et aussi aujourd'hui en matière d'infrastructure pour la mobilité durable, que ce soit sur les bornes de véhicules électriques, GNV ou hydrogène. Et notamment, nous avons pu réaliser, dans le cadre du projet de la région Impulsion, une station à proximité de notre site de Vénissieux, qui va bientôt être inaugurée, pour permettre en fait l'adoption de l'hydrogène, notamment pour nos engins de chantier, où on sait que toutes les solutions ne sont pas encore présentes. Donc des infrastructures en matière de mobilité, des infrastructures aussi en matière d'énergie, hein. Là, pour le coup, on touche plus à nos métiers directement, que ce soit en électricité, en matière de chauffage urbain, avec un vrai dynamisme aujourd'hui en matière locale, et puis autour des énergies renouvelables. C'est un des métiers qu'on a développé au sein de Serfim depuis 5 ans, donc en tant que développeur, investisseur et exploitant de centrales photovoltaïques, justement dans cette logique de travailler la maîtrise de notre coût énergétique, qui a été fortement mentionnée. Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, on va vous poser la question, évidemment, des difficultés de recrutement, des métiers. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous en rencontrez beaucoup d'abord? Et par rapport à vos plans de développement, comment est-ce que vous arrivez à planifier, si vous voulez, de la croissance, la main-d'œuvre nécessaire? Alors oui, effectivement, pour moi, il y a principalement 2 difficultés, celle-ci en étant une. La deuxième, que je citerai quand même rapidement en amont, c'est quand même la difficulté, évidemment, c'est celle du foncier, là encore, qui a été mentionnée. Évidemment, c'est important, et notamment dans les métiers autour de l'économie circulaire, de pouvoir travailler en circuit court, de pouvoir trouver du foncier, et on le voit sur la région, une vraie raréfaction du foncier, parfois quand même des enjeux d'accessibilité, et notamment sur des sites industriels qui, en fonction, pour notre cas, n'ont pas toujours un ratio d'emploi très important au mètre carré, mais pour autant qui ont une vraie logique d'être proche des bassins économiques. Donc là, c'est tout un travail de fond pour travailler sur ces fonciers et ces sites. Et puis, bien sûr, le deuxième enjeu autour de la formation et du recrutement. Aujourd'hui, on va dire qu'on arrive à garder un certain dynamisme, mais on a
aujourd'hui énormément de postes ouverts. On recrute plus de 400 personnes chaque année chez Serfim sur les 2800 collaborateurs au sein de Serfim. Donc un vrai dynamisme et des vrais besoins. Donc on a la chance, je dirais, d'avoir un beau tissu en termes d'écoles de la région. J'ai fait, en l'occurrence, l'école des mines de Saint-Étienne, mais aussi avec beaucoup de projets en lien direct avec, nos métiers des travaux publics, des projets pour ramener des compétences qui sont finalement des métiers qui sont profondément au service de la transition énergétique et environnementale. Donc des écoles comme Égletons, pour ceux qui connaissent un petit peu les métiers, ont des projets pour pouvoir aller développer des choses sur la région, pour pouvoir justement aller amener ces compétences-là et on va dire ce vivier d'emploi de personnes formées dont on va avoir besoin. Aussi des projets encore plus locaux vers Vaux-en-Velin, avec toute une réflexion autour de la formation pour le construire durablement dans le bâtiment et dans les travaux publics. Et donc on va s'investir pour co-construire ces formations, un vrai travail de fond pour s'assurer que le travail, les formations sont adaptées. Un exemple très concret, c'est par exemple le sujet du chauffage urbain. Chauffage urbain, un métier qui est en plein développement avec énormément de dynamisme actuellement. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune formation dédiée à cette activité-là, tant bien même qu'il y a des projets conséquents en termes de taille. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer, travailler avec les écoles pour pousser ça, et puis permettre des passerelles entre les jeunes et nos métiers. Donc évidemment, c'est un travail de fond pour faire connaître nos métiers dès le plus jeune âge. Évidemment aussi autour d'un public de jeunes femmes qui peuvent être plus éloignées de cette activité, et puis tout ce qu'on peut faire en matière d'insertion pour le public éloigné de l'emploi qui fonctionne d'ores et déjà depuis quelques années. Vous avez vu le projet de réforme, on va en parler aussi avec vous, Philippe Guérand, de la formation professionnelle, des lycées professionnels lancés par Emmanuel Macron. Ça va de pair avec la réindustrialisation. Est-ce que vous avez l'impression que c'est à la hauteur des besoins? Est-ce qu'il faudrait faire plus? Eh bien, il faut toujours faire plus en la matière. Comment vous avez... Alors, je pense que c'est un bon point. Je pense qu'il faut vraiment rendre ces formations professionnalisantes attractives, montrer les métiers vers lesquels cela conduit, comment l'évolution est possible. Et on voit aujourd'hui chez nous, donc on a énormément d'alternance. On a 6% des effectifs en alternance et on a plus de 600 personnes qui sont issues de l'alternance. Et c'est vrai que on trouve des formations qui fonctionnent extrêmement bien dans nos métiers. Donc pour moi, l'enjeu, c'est vraiment à la fois d'adapter évidemment le contenu des formations et le deuxième, bien sûr, de continuer de le rendre attractif et de montrer que on arrive sur des métiers intéressants et des métiers où on peut continuer d'évoluer, ce qui est profondément le cas dans les travaux publics. Alors après, vous dire si c'est à l'enjeu sur la partie de la réindustrialisation verte, je pense que de la difficulté, c'est évidemment la dimension verte de industrie verte, et c'est comment on va s'assurer évidemment de réindustrialiser, d'avoir les métiers, mais aussi de le faire de manière évidemment respectueuse de l'environnement. Alors bien sûr en matière de carbone, et beaucoup de projets sont d'ailleurs en lien avec la transition énergétique et environnementale dans leur finalité, mais aussi comment on le fait tout en respectant l'ensemble des enjeux en matière de pollution, en matière de ressources, en matière de biodiversité, puis en matière d'eau. Le sujet de l'eau a quand même été pas mal dans l'actualité, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est à la fois dans les métiers de l'eau, pour notre part dans la partie rénovation de canalisation d'eau, donc ce qui existe depuis je dirais très longtemps, mais aussi dans le traitement des eaux et des effluents. Et aujourd'hui on voit que il y a un vrai dynamisme, et là aussi on doit avoir les compétences pour pouvoir traiter l'eau, la réutiliser au maximum. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là, on va dire, chez Serfim, que ce soit à la fois dans nos valeurs d'essayer de faire les choses bien en matière d'environnement, mais aussi le cœur de nos activités. Philippe Guérand, la CCI, souvent d'ailleurs les CCI sont un élément important de la formation. Vous, je crois, le deuxième formateur après l'éducation nationale. Vous pouvez donner un peu le tableau du nom, et à la fois en qualité et en quantité de formation. Vous avez bien retenu la leçon. Oui, effectivement, nous sommes le deuxième formateur après l'éducation nationale, avec de la formation initiale. Ce sont évidemment les grandes écoles que nous connaissons tous ici, l'EM Lyon, GEM, l'École supérieure de commerce de Clermont, mais aussi des bachelors, mais aussi un réseau Négoventis.
et puis des mandataires consulaires dans toutes les grandes universités et les écoles d'ingénieurs. C'est de l'apprentissage. Nous avons des CFA consulaires, des CFA interpro, et nous formons 4300 apprentis par an. Et puis c'est de la formation continue, 30 000 personnes par an, 1 million d'heures stagiaires, 13 centres de formation continue dans les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, c'est de l'orientation. Ça, c'est une mission spécifique qui nous a été attribuée par le gouvernement, par l'État central. Et nous travaillons ici avec Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, donc, qui est une émanation de la région, avec des stages, les mini-stages pour les jeunes, la Caravane des métiers, qui est une organisation itinérante qui va dans les territoires, qui va au-devant des jeunes et de leurs familles, et puis les nuits de l'orientation, avec le mois de novembre, qui va avoir des nuits d'orientation sur toute la région. Le message que je voudrais envoyer ici, et c'est ce que nous disons à l'État, il faut absolument décentraliser le système. Qu'il y ait des centralisations administratives, pourquoi pas, mais opérationnellement... Les régions ont piqué un petit coup de gueule, si j'ose dire, dans un communiqué qui a fait un peu de bruit en disant que la réforme de la formation était très centralisatrice et pas très respectueuse, effectivement, de ce qui se passait sur le terrain. Ceux qui savent ce qui doit être fait sur le terrain, ceux qui connaissent les besoins, ce sont ceux qui vivent dans les territoires. Alors on ferait comment? Vous avez une piste à proposer? Oui, c'est très simple, il faut faire confiance. Dans les entreprises, nous déléguons, on sait tous les jours déléguer. C'est un peu plus compliqué dans l'État de déléguer, et donc il faut savoir déléguer. C'est simple, mais il faut faire confiance. Le tout, c'est un sujet de confiance. Donc je le dis, si nous n'arrivons pas à faire ça, nous aurons une efficacité moindre, une efficacité limitée. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement important pour nous. Jérôme Fourquet, il y a deux sujets dont on n'a pas parlé, peut-être vous pouvez réagir aussi à ce que vous avez entendu, mais c'est une très grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une nouvelle région, puisqu'on a rapproché deux anciennes régions, qui n'ont pas forcément, même si elles peuvent trouver des points de convergence dans leur histoire, et notamment dans leur histoire industrielle, l'habitude de fonctionner ensemble. Cette logique de décentralisation et de centralisation, finalement, est-ce que c'est pas le Graal qu'on n'a pas réussi aujourd'hui complètement à trouver, c'est-à-dire avoir à la fois la vision globale, planifier, il faut donner des impulsions, c'est le rôle de l'État, et puis faire confiance et permettre de résoudre les problèmes. Cette révolution de la réindustrialisation, c'est d'abord un sujet de proximité, de local, de bassin d'emploi, de bassin de vie, avec plein de problèmes concrets. Vous en avez cité quelques-uns, on a parlé de l'énergie, mais le logement, il va falloir loger les gens. Si ces villes moyennes se développent, on va parler tout à l'heure un peu en Auvergne de ce qui va se passer dans l'Allier, ça veut dire un afflux de compétences, mais également d'emplois. Il faut donc des écoles, des services publics pour le coup, des médecins. Cette France que vous avez diagnostiquée, est-ce qu'elle veut vraiment se réindustrialiser finalement? Est-ce qu'il lui manque pas quand même aussi une vision plus humaine aussi? Alors, avant de revenir encore sur la réindustrialisation, il y a un sujet très important, c'est effectivement celui de l'organisation des pouvoirs. On a parlé d'État central, alors c'est souvent à Lyon qu'on parle d'État central, un peu moins dans d'autres régions. C'est une vraie attente dans de très nombreux territoires français en disant, voilà, on a un vieux fonds égalitaire, mais la même toise, la même règle partout, les décisions qui tombent d'en haut. Aujourd'hui, dans un monde où il faut de plus en plus de rapidité, d'agilité, où il faut qu'on mette en commun différents acteurs qui ne vont pas forcément être les mêmes d'une région à une autre, eh bien, on ne peut plus fonctionner comme ça. Et donc ça, c'est une aspiration qui est très profonde. La crise Covid l'a un peu montré d'ailleurs. La crise Covid, c'était le pompon. Avec les ARS. Voilà, donc on avait déconcentré l'administration avec les ARS, et donc qui étaient censées piloter au plus près. Donc elles ont gagné énormément en notoriété auprès du grand public. Je ne sais pas si elles ont beaucoup gagné en images à ce moment-là. Et je vous prendrai un autre exemple, c'est au moment, toujours du Covid, au moment de la sortie du confinement. Alors on s'éloigne de votre belle région, mais on va aller dans une autre qui est tout aussi belle, en Bretagne, où un maire n'avait pas le droit d'ouvrir à la circulation ou à la population sa plage. Il fallait que ce soit validé depuis Paris. Et les gens étaient fous d'apprendre ce type de juste titre, de choses. Et donc, mais c'est notre histoire et c'est notre culture.
Et donc, ça, est-ce que vous sentez quand même que c'est le point aujourd'hui qui ne va, c'est ça qui ne va pas peut-être? C'est un des éléments qui ne va pas crispe. avec la surtransposition. Si je reste sur la sortie de Covid, rappelez-vous le protocole de déconfinement pour les écoles, un manuel de 60 pages. Et pour qu'on soit sûr, si jamais il y a une tuile, qu'on puisse checker que le maire n'avait pas tout bien rempli et que ce ne soit pas l'administration centrale qui soit responsable, mais bien évidemment le maire. Et donc souvent dans des petites communes, on avait un maire avec quelques employés municipaux qui devaient respecter ce protocole. Donc vous êtes entrepreneur, vous savez qu'aujourd'hui dans des entreprises comme les vôtres, il y a des jobs qui sont dédiés à temps plein à suivre l'évolution d'une réglementation. Répondre à des appels d'offres, c'est toujours aussi kafkaïen. Alors il faut toujours le stylo bleu parce que comme ça on montre que c'est l'original et que c'est pas une copie, que c'est pas un stylo noir, etc., etc. Enfin, on marche sur la tête, mais ça fait partie de notre histoire. Rappelez-vous aussi, toujours si je reprends la question du confinement, quand il y avait le fameux Ausweis là pour aller se balader 1 heure par jour, il y avait 12 ou 13 cases à remplir. Il fallait notamment mentionner votre lieu de naissance. Donc, votre adresse, on peut comprendre, comme ça on peut contrôler si vous êtes un peu éloigné, mais le lieu de naissance n'avait aucune justification, mais on a l'impression que s'il n'y a pas au moins 12 cases dans un formulaire, l'administration française tombe en syncope. Et donc, dans un monde où la compétition est de plus en plus virulente, parce que vous évoquiez une compétition sauvage, au moins on peut dire que la période actuelle, on a la vérité des prix, parce que les Chinois, les Américains, ils nous faisaient déjà une guerre économique sans le dire. Donc encore une fois, je reprends mon expression d'idiot du village planétaire. Maintenant, moi, c'est clair, on est là-dedans. Dernier point sur une aspiration des choses un peu plus positives. Je pense que l'attachement qui est le vôtre à votre région est partagé par beaucoup d'habitants de votre région et est également partagé par beaucoup de gens qui viennent vous rejoindre dans cette région. Et il y a un élément qui est hyper important, c'est aussi le cadre de vie. On a parlé du foncier disponible, on a parlé des montagnes, etc., etc. C'est pas uniquement parce qu'il y a du job que les gens viennent dans des régions, c'est des régions où il fait bon vivre. C'est des régions qui ont su de longue date préserver un cadre de vie et un environnement agréable. Et ça aussi, notamment pour attirer des talents. Alors on parle souvent des cadres, mais aussi aujourd'hui d'autres types de postes de travail. La région qui est en capacité de fournir un cadre de vie agréable. Alors c'est les paysages, mais aussi vous parliez aussi de la sécurité, vous parliez des écoles, etc., etc. Ça va être déterminant. Historiquement, on avait 2 populations en France qui pouvaient choisir d'habiter là où elles voulaient. Les retraités aisés, puisque la pension de retraite tombe à Annecy comme à Vierzon, et donc on n'a rien contre Vierzon, mais Annecy c'est quand même très sympa. Et les professions libérales, notamment les professionnels de santé. Vous voyez qu'il n'y a jamais eu de pénurie de déserts médicaux sur le littoral varois, dans le golfe du Morbihan, etc. Ils sont tous là-bas. Depuis le confinement, on a une troisième population qui s'est mise en mouvement, c'est les cadres télétravailleurs. On a 20% de la population qui télétravaille à plus de 2 jours par semaine. Alors, ce n'est pas que des cadres. Et cette population-là, aujourd'hui, eh bien, elle va aller s'installer dans les endroits... Là où il fait bon vivre. Là où il fait bon vivre. Et vous savez qu'il y a le slogan... territoriale d'une ville comme La Baule, c'est vivre et travailler au pays des vacances. Voilà. Alors, c'est pas que des vacances en Rhône-Alpes, on travaille beaucoup, mais montrer aussi qu'on a un cadre de vie agréable, je pense que c'est un véritable atout dans la compétition nationale et internationale. Merci Jérôme. On arrive au bout, on me dit stop. Peut-être vous avez peut-être un mot de conclusion sur cette attractivité de cette région, avec la concurrence quand même de l'Allemagne, de la Suisse, oui. L'Italie du Nord. Donc c'est quand même aujourd'hui, il faut continuer à se battre pour attirer les investisseurs étrangers. Toujours. Dans les années à venir. Toujours, et c'est pas fini. Mais en tout cas, les bonnes nouvelles, c'est que on a quand même des fleurons industriels européens qui s'installent ici, Stobli, Richard Frère, le grand du luxe Van Cleef & Arpels qui aujourd'hui a modernisé ses outils à Romans et à Thiers, mais qui va en développer de nouveau dans la région et dans le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour conclure, je dirais
faisons-nous confiance autant que les étrangers, les investisseurs nous font confiance. C'est quelque part pas anodin s'ils viennent s'implanter dans ce territoire. Et donc, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et donc, ces bonnes raisons, on doit pouvoir se les approprier et puis les partager. Donc, on a aussi des outils aujourd'hui qui permettent une aide à la décision beaucoup plus rapide avec DataVis, un outil numérique qui permet aux investisseurs de pouvoir très rapidement voir le foncier disponible et puis de voir la qualification du foncier. Est-ce qu'il a déjà effectivement clarifié un certain nombre de procédures administratives ou pas? Il y a également une cartographie des sites clés en main qui, là aussi, est un accélérateur de prise de décision. Donc, je crois qu'on a beaucoup d'ingrédients sans pour autant, effectivement, tomber dans une forme d'autosatisfaction, mais les bonnes nouvelles sont quand même présentes. Et donc, on peut s'en réjouir. Je conclurai sur un point qui fait partie du livre de Jérôme Fourquet, mais qui est cher à nous tous, j'espère, c'est la gastronomie lyonnaise, évidemment, qui est l'un des éléments du soft power, certainement sinon le plus important, sinon l'un des plus importants de cette région. Merci. C'est chez vous qu'est né le French Tacos, donc je rends hommage aussi à la prochaine. Merci à vous. Je passe la parole à la prochaine table ronde.